Alors, premier panel pour entrer dans le vif du sujet. Je demande à Madame Ariane de Rothschild et Monsieur Saïd Amouche de venir nous rejoindre sur scène pour débattre de cette question. Comment faire du mécénat un facteur d'intégration, ce qui a été évoqué tout à l'heure, un facteur d'intégration et surtout d'inclusion de tous dans la société, on va même dire de toutes et tous. Bonjour Madame de Rothschild, merci d'être avec nous. Voilà, je pense que normalement, tout va bien fonctionner. Voilà, c'est parfait. Il suffit d'appuyer sur le bouton. Alors, le décor a bien été campé à la fois par messieurs Fontcave et De Biesse. Entrons directement dans le débat. Vous consacrez aujourd'hui, madame, une grande partie de votre temps à la philanthropie, à travers le vaste réseau des fondations Edmond Rothschild, fondations familiales. Alors, vous êtes implanté en France, bien sûr, en Suisse, en Israël, aux États-Unis. L'inclusion de tous dans la société est donc une de vos préoccupations à ce titre. Comment ça fonctionne? Comment, donc je crois qu'il y a une douzaine de fondations, c'est cela? Comment ça fonctionne? Expliquez-nous. Alors en fait, je dirais, je vais reprendre les fondations telles que j'en ai hérité. C'est vrai qu'on venait d'une tradition de mécénat, ce que je dirais classique, qui était vraiment de donner et donner très généreusement. Et c'est vrai que quand j'ai repris en main les fondations, je pense qu'il était intéressant d'amener une vision, alors ce qui choque en France, mais une vision business, c'est-à-dire réorganiser les fondations pour qu'elles soient véritablement efficientes. Et donc c'est vrai que j'ai demandé à M. Ladac, qui était banquier, de prendre en charge cette transformation, mais c'est une transformation très profonde. Parce que d'une part, on travaille très en amont avec les récipiendaires pour les aider à structurer leurs projets. On travaille sur des budgets, par exemple, à 3 ans. Donc, c'est très structuré comme donation. D'une part, ça. D'autre part, c'est vrai qu'on a retravaillé les thématiques, dont l'inclusion sociale, parce que j'ai grandi dans des pays qui eux, étaient historiquement très pauvres. J'ai trouvé très choquant en arrivant en France, en particulier en Europe, mais en France en particulier, de voir des poches aussi marquées, vraiment des ghettos c'était très choquant. Donc pour moi, c'était vraiment important d'y travailler, d'y réfléchir, d'essayer de voir comment on arrivait à contribuer à les inclure dans la société française. Et le troisième volet pour nous dans les fondations, c'est beaucoup d'échanges d'idées. Le fameux best practices à l'américaine, qui est vraiment de dire, d'aller chercher que ce soit dans différents pays ou d'échanger avec beaucoup de fondations pour voir qu'est-ce qui ferait avancer notre façon de travailler ou quelles étaient des nouvelles méthodes qu'on pourrait, par exemple, importer en France. Donc c'est une réflexion de l'amont à l'aval, évidemment. Il n'y a pas Absolument. que l'aspect financier, mais l'aspect financier est quand même très important. Pour tous les partenaires qui nous écoutent aujourd'hui, ce financement de l'inclusion, est-ce que l'on peut réellement investir aujourd'hui? Alors il y a la philanthropie, bien sûr, mais est-ce que, pardon du terme, c'est valable aujourd'hui d'investir dans l'inclusion de la société? Alors, je dirais plutôt que j'investis sur des personnes, c'est-à-dire que parce que je pense que la philanthropie, en particulier familiale, a ça d'intéressant qu'on peut tâtonner, parce que je considère que moi, je n'ai pas d'enjeu ni politique, ni politiquement correct, donc je peux vraiment aller chercher dans des thématiques qui ne sont pas toujours confortables, ni pour les gouvernements. Je pense qu'il est beaucoup plus intéressant ce qu'on dit toujours, c'est donner aux gens les moyens d'émerger. C'est plus dans ce sens qu'on le fait, donc je pense difficile pour moi d'aller par exemple en banlieue pour leur dire ce qu'ils ont à faire. C'est plutôt leur donner les moyens de faire eux-mêmes. Je pense que c'est très intéressant de travailler avec et ça on l'a fait beaucoup avec Saïd aussi, donner aux gens les moyens d'émerger, d'être des leaders de leur communauté. Est-ce que la situation, le contexte dans lequel nous vivons, alors là je pense essentiellement à la France, ajoute à la difficulté justement de ce travail d'inclusion? Non, je pense pas. Je pense qu'il faut l'accélérer. Moi, je pense vraiment, je crois dans l'homme. Je pense que plus nous encouragerons des gens à émerger, plus nous leur donnons les moyens eux-mêmes d'émerger. C'est, je pense, difficile pour moi d'aller dire
des minorités ce qu'ils ont à faire. Ils le savent, mais c'est leur donner les moyens d'émerger. La place de la femme, elle est très importante dans votre action, à ce titre? Pas particulièrement. Ah bon? Non, pas particulièrement. Non, je pense que je dis pas particulièrement dans le sens où si je regarde tout ce qui est fait au niveau de la philanthropie, encore Oui. dans tout ce que je fais, j'ai effectivement certaines actions très ciblées sur les femmes, comme par exemple Mosaïque RH, où vraiment on a voulu se concentrer sur aider les femmes de la minorité d'émerger. Ça oui. Donc j'ai des programmes spécifiques. En Israël, j'ai des programmes sur des femmes, par exemple PhD, qui on sait qui sont défavorisées socialement, ne pourraient jamais accomplir ce niveau d'études. Ça oui, pas ciblé, oui, mais c'est pas le cœur de. C'est très équilibré. Parlez-nous un petit peu de votre expérience avec Mosaïque RH, justement. Comment s'est fait le lien? Comment vous êtes-vous amené? Comment s'est créée la rencontre, tout simplement, dans cette volonté commune? Alors, c'est intéressant parce que j'ai d'abord connu quelqu'un qui travaille pour Saïd, Estelle, qui a rejoint un des programmes qu'on avait monté sur un programme très orienté sur le dialogue judéo-musulman. Donc, thématique assez compliquée à monter en France parce qu'on n'a pas le droit de se définir comme tel. Et c'était pour moi intéressant de pouvoir comparer les dynamiques justement entre deux communautés qui avait quand même passablement de conflits entre la France, l'Angleterre et les États-Unis, parce que c'était intéressant en termes de façon de laquelle ces minorités sont intégrées, comment on traite l'aspect aussi culturel, religieux, comment ils l'expriment. Donc Estelle était une de nos premiers, classes assez impressionnantes parce qu'elle ne parlait pas très bien anglais et était à Columbia parce que c'est quand même 15 jours extrêmement intensifs où c'est voulu justement, il y a une partie business pure, une partie humanities, donc vraiment des débats sur des textes religieux, histoire. Et Estelle est une fille qui a un taux de combativité assez spectaculaire. Et c'est elle qui après travaillé avec Saïd sur l'inclusion des femmes. Alors, en quoi consiste concrètement aujourd'hui et je poserai la même question à Saïd, votre action aujourd'hui, votre partage avec Mosaïque RH? C'est toujours continuer sur ce programme d'inclure. Alors, c'est un mentoring de ces jeunes femmes. Donc, c'est vrai que ce que je trouvais aussi, et c'est là où le mécénat est vraiment passionnant, c'est la gratification que vous en recevez. Donc, quand j'ai demandé aux banquiers de se proposer pour être des mentors, pour aider ces femmes à se présenter, leur faire le coaching, ma grande surprise, c'est le nombre de banquiers qui se sont portés volontaires. Chaque année, c'est devenu, ils se disputent pour pouvoir être des mentors. Et sans le mécénat, tout ça ne pourrait pas exister finalement. Et effectivement, nous, les modèles qu'on développe en mécénat, en général, je les impose à la banque. Ce n'est pas dans l'autre sens. Et je trouve que c'est très intéressant parce que, justement, dans le mécénat, vous pouvez analyser certains types de modèles économiques qu'on peut essayer de répliquer ensuite à l'échelle au niveau bancaire. Oui. Donc, j'ai beaucoup de... Ce n'est pas des flux financiers, mais c'est des flux d'idées. Et créatifs, finalement, des flux créatifs. Et le mécénat permet ça. Très bien, c'est un exemple très concret. Alors, Saïd Amouche, donc fondateur de Mosaïque RH, vous allez nous expliquer ça. Vous avez créé votre fondation, vous êtes diplômé de l'INSEAD. Mosaïque RH a été créé, je crois, en 2008, si mes renseignements sont bons. Vous êtes aujourd'hui leader du recrutement des diplômés de la diversité. Comment vous est venue cette idée? Expliquez-nous un petit peu la genèse de votre initiative. Très simplement, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, 12 ans précisément en France, en fait, on ne parlait pas de discrimination à l'emploi aussi facilement qu'aujourd'hui. C'était un sujet qui relevait du non-dit, c'était un sujet sur lequel je pense qu'on avait beaucoup de choses à faire, et notamment sur les questions en fait, d'emploi des jeunes diplômés. Donc il y avait... un sujet qui émergeait. Moi, je voyais de plus en plus de jeunes diplômés qui se cassaient la figure en matière d'insertion professionnelle. On nous ramenait systématiquement sur des questions
liées à des difficultés d'intégration, liées en fait à la culture d'origine et autres. Moi, j'avais plus le sentiment qu'il fallait, plutôt que parler d'intégration, parler d'inclusion et d'inclusion économique. Le sujet aujourd'hui, c'est comment on fait pour travailler, comment on fait pour rattraper, réduire les écarts, comprendre très rapidement les codes, être en capacité en fait de convaincre des recruteurs, mais aussi d'être considéré au regard des compétences que nous avons. Et ces sujets-là, en fait, n'étaient pas forcément embarqués d'une manière win-win. C'est-à-dire que c'était souvent, en fait, on est souvent dans une relation descendante. Et moi, je pense qu'il y a aujourd'hui des milliers de jeunes qui ont envie de réussir, qui n'attendent que de se retrouver en fait dans un processus de recrutement pour démontrer, comme tout le monde, qu'ils sont bons. Sauf pour pouvoir accéder à ce processus de recrutement, il y a besoin en fait de faire la promotion de ces jeunes. Et donc, on a travaillé sur un sujet qui est très simple, c'est la mise en relation. Ensuite, on a vu qu'il y avait une seconde catégorie. Il y avait une catégorie d'abord de candidats qui étaient prêts à l'emploi et qui avaient juste un problème de connexion avec le monde économique. Et le second, c'était ceux qui avaient besoin d'être un peu coachés, mais il ne fallait pas passer des semaines, il fallait simplement donner les clés de compréhension, il fallait faire du coaching peut-être un peu individualisé. Et c'est ça qu'on a réussi en fait à trouver avec un certain nombre de partenaires, dont les fondations Ariane, les fondations de Rothschild. C'est sûr que lorsqu'on participe tout le long de l'année à des cocktails professionnels, quand on se confronte à des banquiers d'affaires qui viennent passer du temps, passer de l'énergie à se remettre à niveau, eh bien ça aide à la construction de son parcours professionnel. Donc vous confirmez que le mécénat vous a apporté, enfin sans le mécénat, vous n'auriez pas pu créer ça finalement? En fait, c'est très simple, sans mécénat, on ne serait pas là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très concrètement, c'est 3500 jeunes qui ont signé un contrat de travail, c'est avoir travaillé avec une entreprise sur deux du CAC 40, c'est 30 collaborateurs aujourd'hui qui sont des consultants expérimentés chevronnés chez Mosaic RH. C'est une croissance de plus de 40% chaque année. Et sans le mécénat, sans l'investissement philanthropique, on n'aurait rien fait sur ces questions et on n'aurait pas sans doute créé de cabinet de recrutement à but non lucratif spécialisé dans la promotion de la diversité. Et le fait de créer votre fondation, qu'est-ce que ça apporte? Alors, en fait, nous, on est né en fait, d'un investissement qui a été, je parle d'investissement très concrètement, hein, qui a été réalisé par Ashoka et quelques philanthropes à titre personnel qui ont mis sur 3 ans 150 000 euros. Aujourd'hui, on gère des budgets de 2 millions d'euros. Après 8 ans d'activité, c'est plus de 11 000 jeunes qui ont accédé à des entretiens de recrutement. Et on sait que c'est grâce à cette intervention, de cette capacité à prendre des risques, qui est autre en fait que la notion évidemment de l'emprunt ou cette notion qui consiste en fait à prendre des parts dans une entreprise. Aujourd'hui, notre initiative, elle est née en fait d'investissements philanthropes et ça nous a permis de tester une idée, de la mettre en route, de faire en sorte en fait, qu'elle soit le plus efficace possible. Et je remercie la fondation Accenture, représentée par Bernard Lemasson, qui nous a permis de modéliser en fait, ce concept, qui est aujourd'hui en fait, prêt à être essaimé sur des territoires. Et donc, notre envie, c'est de se dire comment demain on passe de 500 candidats placés chaque année à 5000. Et donc, voilà, on s'est dit qu'il fallait repartir sur une logique en fait, philanthropique. Et donc, on a créé la Fondation Mosaic, qui a pour vocation en fait, de permettre à des partenaires clients de Mosaic de devenir des partenaires stratégiques, déjà d'une part, et d'autre part, de faire en sorte en fait, de s'inscrire en fait, dans des programmes de grande envergure qui vont chercher en fait, le changement systémique. Et donc, on a réuni un certain nombre de c'est un vrai business finalement, mais pas le côté péjoratif. C'est-à-dire que c'est un business utile finalement. Ariane de Rothschild, est-ce qu'on peut multiplier comme cela les initiatives de ce genre? Est-ce que si demain, quelqu'un, jeune, moins jeune, vient vous voir et vous dit, ben voilà, moi j'ai mon idée, j'ai besoin du mécénat, quelle est la démarche? Comment vous allez appréhender le dossier? C'est là où je disais, c'est là où chez nous il y a eu la plus grosse transformation, c'est-à-dire c'est exactement pour aider ce type de configuration. Parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est ce que vous contribuez. Enfin, mais vous ne pouvez pas vous engager dans n'importe quelle aventure non plus. Il y a toujours, c'est comme toutes les créations d'entreprises. On évalue parfois sont des échecs. Les projets. Oui. Non, mais c'est évaluer les projets, c'est voir s'ils sont valables, pas valables. Mais le mécénat est peut-être plus tolérant
finalement, que le banquier, pardon, mais pas forcément? Non, parce que je pense que comme on a une grande responsabilité en mécénat, c'est vraiment une grande et lourde responsabilité. On a aussi la responsabilité qu'il soit bien fait. Donc je ne suis pas d'accord avec vous, c'est pas plus souple. C'est un gage de garantie, finalement. Absolument. Je pense qu'il faut être très exigeant en mécénat. Pourquoi on le serait moins? Et vous l'êtes pour la bonne cause, parce que les projets que vous accompagnez sont bien. Plus vous êtes exigeant, plus vous lui donnez une chance d'exister, d'être monté correctement. Parce que je pense que c'est dommage de gaspiller je trouve ça dommage, et du temps et de l'argent. Donc notre responsabilité aussi, c'est soit de pouvoir dire non, soit de dire c'est pas mal, mais c'est insuffisant, on va vous aider à le structurer différemment. Donc c'est là où je dis il y a une beaucoup plus grande interaction entre le récipiendaire et le donateur. Et c'est vrai que même on a des dialogues permanents. C'est pas Vous suivez votre bébé, en fait, vos bébés. Et puis je dirais après, pourquoi il faut qu'il soit très bien structuré au départ, parce que je pense que l'enjeu de tous, c'est de pouvoir grandir. Donc ce que dit Saïd, c'est exactement ça, c'est le mettre en condition de pouvoir le répliquer. Parce que c'est l'objectif, c'est de pouvoir le faire grandir et le répliquer. C'est une belle évolution, en fait, du mécénat, parce qu'on ne pouvait peut-être pas dire la même chose il y a 10, 20, 30 ans? Ça s'est beaucoup accéléré ces 10 dernières années. Je pense que c'est vrai qu'il y a une vision assez... En 10 ans, ça s'est vraiment modifié, ça s'est vraiment bonifié? Je trouve que c'est devenu vraiment très intéressant. Et pourquoi Parce que ça s'est structuré, parce qu'on est devenu plus exigeant, parce qu'on veut avoir on essaye vraiment de quantifier les résultats. C'est vrai que ça peut paraître peu romantique, mais je trouve que non, mais ça sert l'avenir des sociétés. On a une responsabilité de le faire correctement. Bien sûr, les entreprises sont pérennes grâce à cette réflexion en amont. Donc être exigeant veut dire à chaque fois un job de plus, ou une idée de plus qu'on pourra financer. Et pour revenir aussi sur la notion d'inclusion, je trouve que là où la philanthropie évolue beaucoup, c'est l'ampleur des partenariats qu'on fait, l'interaction avec l'État. Alors que c'était des sujets assez cloisonnés. Ce que je trouve très intéressant aujourd'hui, c'est qu'il est difficile d'avoir un impact vraiment très significatif sans avoir beaucoup de partenaires autour de soi. Vous avez un bon dialogue, un bon contact avec vos partenaires publics? Vous parliez de l'État notamment, tout ce qui est administration, etc. Très bien, et c'est intéressant parce qu'eux-mêmes font un bout de chemin très important. On passe d'un État qui considérait avoir des zones de prise très importantes à un dialogue, oui, parce qu'eux-mêmes sont en recherche de modèles. Oui, le mécène est partenaire finalement aussi de la notion publique. Et puis effectivement, je pense qu'on a une plus grande liberté pour tester, pour chercher des nouveaux modèles, des nouvelles zones d'action. Il y a toute la phase de testing à petit niveau, essayer de l'agrandir pour après éventuellement... je ne sais pas, aller voir le ministère de l'Éducation et dire voilà ce type de modèle, on pense que voilà, on l'a testé ces 5 dernières années, est-ce que vous seriez partant? Donc il y a toute une partie aussi qu'une administration beaucoup plus lourde a peut-être moins de flexibilité. Qui peut s'appuyer en fait sur vos compétences. Alors tout ça au service de l'inclusion, c'est très important. Je vous ai posé quelques questions techniques, mais c'est très important pour comprendre réellement comment ça fonctionne et on le voit donc en faveur de l'inclusion. Saïd Amouche, est-ce que les entreprises avec qui vous travaillez sont conscientes de ce travail en amont? Sans quoi le mécénat, finalement, votre action ne serait pas si développée aujourd'hui? Pas toujours, en fait. Nos partenaires recrutement, c'est souvent des gens qui sont dans des logiques immédiates et qui vont se dire, voilà, moi j'ai 5 comptables à recruter, j'ai 2 commerciaux, comment vous pouvez nous aider? Et ils ne vont pas forcément se poser la question en fait, du modèle d'origine. Parfois même, on est taxé en fait, de partenaires du secteur marchand traditionnel. Or, on est vraiment une organisation à but non lucratif. L'originalité du modèle, c'est de faire en sorte d'avoir un modèle mix avec des activités profit et non-profit. Alors, quand ils vous prennent pour un cabinet, ils font appel à vos services, ils vous prennent pour un cabinet lambda, qu'est-ce que vous leur expliquez? Vous leur dites, attendez, stop. Moi, je dis que c'est très bien. Moi, je dis que c'est très bien. C'est-à-dire que nous, on veut être en compétition avec le marché privé, même si on est dans une logique non lucrative, que le but, c'est de challenger sur les résultats. Le but aujourd'hui, c'est aussi de démontrer à l'État
qu'on doit faire différemment en matière de politique publique, en matière de lutte contre les discriminations. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été sur lesquelles on a innové sur la lutte contre le chômage, en matière de discrimination. Et je pense que les initiatives qui sont accompagnées via la philanthropie permettent de faire émerger des nouveaux modèles, permettent de faire émerger des projets qui réussissent et ayant de l'impact. Et le vrai sujet maintenant, aujourd'hui, c'est comment on fait pour que ces initiatives qui durent, qui marchent, qui sont efficaces, on puisse enfin les reconnaître à un bon niveau et qu'on puisse imaginer, inspirer des politiques publiques demain. Parce que je pense que le philanthrope, il a une démarche de transition. Il met en lumière, il permet en fait de faire émerger. À partir de là, il va falloir ensuite imaginer c'est que véritablement c'est utile pour la collectivité. Et je pense que c'est la responsabilité ensuite des décideurs politiques de renforcer leur politique à travers ces myriades en fait d'initiatives qui réussissent. Est-ce qu'il y a encore aussi pas mal d'efforts à faire finalement de la part des entreprises? Rien n'est jamais gagné dans votre tâche. Oui, c'est jamais fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, une entreprise comme Airbus, qui a été un partenaire d'origine, eh bien, nous, on essaie de les convaincre de devenir en fait un partenaire stratégique sur notre antenne qui va bientôt ouvrir à Toulouse. Voilà, Airbus est positionné sur Toulouse. Ça a du sens que en mettant, voilà, nous, une antenne, c'est 150 000 €. Trouver 3 partenaires à 50 000 € qui peuvent être des clients potentiels, ça peut permettre à un moment donné de transformer en fait l'écosystème local. Et c'est ça qu'on cherche à faire. Donc depuis un an, on a lancé la fondation Mosaïque RH pour cette raison, pour pouvoir accélérer en fait la croissance de Mosaïque RH, mais surtout en fait de permettre de diffuser des nouvelles pratiques, d'innover. Il y a une initiative que nous avons faite il y a quelque temps qui s'appelle le Forum économique des banlieues. Moi, je pense qu'il faut, à côté des forums politiques ou des forums sociaux, il faut aussi faire des forums économiques, donner la possibilité à des entrepreneurs de rencontrer des investisseurs dans les quartiers, permettre de parler d'une autre manière des questions en fait, d'emploi. Enfin voilà, il y a des dynamiques à lancer et ça, c'est malheureusement en fait la seule issue que je vois, moi, c'est l'issue des philanthropes. Donc j'encourage la société civile, la troisième voie finalement de la société aujourd'hui. Pardon ? La société civile, c'est la troisième voie. La société civile est manifestement la troisième voie. Je pense qu'on est à bout d'un modèle. On est tous en train de constater la fin de l'État-providence. La société civile doit prendre ses responsabilités. Elle peut, elle doit, et elle le fera puisqu'elle a commencé à le faire. Et je vois qu'il y a une frénésie en fait sur ces questions-là. Donc c'est une bonne nouvelle pour la société. Il va falloir maintenant donner plus de force et je suis ravi d'être présent sur ce forum parce que c'est aussi le but de ce forum aujourd'hui. Mais comment on peut changer les esprits finalement? Est-ce qu'il y a une recette? Est-ce que vous avez de la recette à mouche pour changer un petit peu les états d'esprit, notamment dans les entreprises? Moi, je pense que si on était capable de donner plus de puissance aux 10-15 meilleures initiatives qui ont un impact de dingue, eh bien, ça sera déjà un énorme effort. Et voilà, imaginez les consultations ensuite avec les différentes administrations centrales, ministres en charge de tel ou tel sujet. Et si derrière on dit voilà, on fait un pari, la question de l'éducation, ben voilà, c'est ces 2-3 initiatives. Les questions de chômage, c'est ces 2-3 initiatives. Et bien, si on était capable de réunir voilà, un vrai corpus en fait, de solutions fortes, et bien, derrière, je pense qu'on pourrait transformer la société. Ariane de Rothschild, en guise de conclusion, vous êtes aussi, je pense, très vigilant sur la manière dont est utilisé votre travail de mécénat aujourd'hui. Hors de question pour les entreprises de récupérer ce travail pour se faire un coup de com' sur la RSE, par exemple. Ça, vous êtes vigilant là-dessus? Vous regardez? Le discours est fort? Oui, oui, c'est vrai. Parce que c'est très tentant, finalement. Je leur interdis d'avoir le chemin de la facilité. Donc c'est vrai que quand certains employés me disent « mais on fait du mécénat », je dis « non, vous n'en faites pas. Moi j'en fais, mais vous pas. Donc je vous encourage vivement d'en faire. » Donc c'est un autre type de dynamique parce que je veux vraiment qu'ils le fassent. Je pense que... Et c'est vrai, j'ai toujours dit, ma famille l'a toujours fait, c'est dans l'ADN de cette famille. C'est aussi important que les entreprises qu'on a se reformatent comme ça. Donc je les encourage beaucoup à le faire, mais j'aimerais qu'ils aboutissent à faire leur programme avec leur énergie, leur cerveau. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de passerelles, mais comme j'ai dit, c'est moi qui amène les programmes montés ou réfléchis ou avec nos partenaires en philanthropie,
que je mets à disposition de la banque, mais pas plus sur du mentoring. Enfin, je leur demande de travailler gratuitement pour un certain nombre d'associations. Mais j'aimerais les encourager à ce qu'ils aient eux-mêmes la démarche qui vienne eux-mêmes. Ben écoutez, le message est lancé. Merci en tout cas pour votre action, merci pour votre témoignage. Saïd, peut-être un mot de conclusion? Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Voilà, merci. Moi, j'aimerais dire qu'on est vraiment au début d'une aventure. On parlait de nouvelles positions sur les questions philanthropiques. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est pas forcément trouver de l'argent, c'est pas forcément trouver en fait des partenaires qui sont capables d'apporter du conseil stratégique. Ce qui est compliqué en fait, c'est de se fédérer pour pouvoir créer en fait des dynamiques de groupe fortes et travailler à l'unisson sur ces sujets-là. Et je pense que voilà, moi je pense que une des attentes d'un forum comme celui-ci, c'est aussi de savoir comment on peut tous renforcer nos discours en ayant en fait une unité très forte pour pouvoir percuter les politiques publiques demain, parce que la situation en fait est très grave, mais les solutions, ça c'est la bonne nouvelle, existent. Et c'est dommage de constater qu'il y a des bonnes solutions et pas capitaliser sur ces solutions dans la durée. Voilà. Merci beaucoup pour votre action et votre témoignage. On a bien commencé cette journée. Merci infiniment.